Bonjour à tous, ici Audrey Potiez-Renard. Me voici de nouveau pour Activation, le long format, et j'ai le bonheur en cette année 2021 de recevoir Audrey Salafranc pour cette interview. Alors, salut Audrey, c'est vraiment un plaisir de commencer 2021 avec toi, avec ta bonne humeur. Donc, Audrey est experte en communication. Elle est aussi auteure du blog Chercheuse d'or, qui est un blog de pépites qui vous permet d'avancer dans la vie. Je ne vais pas trop développer qui est Audrey puisque on va en parler ensemble. En tout cas, moi, je tiens simplement à dire que c'est une belle rencontre de 2020 qui a été faite d'ailleurs sur le digital, et parler avec Audrey, c'est toujours un moment de bonheur et d'énergie. Donc, je vous laisse la découvrir et on va avancer petit à petit dans ce long format autour du thème se réinventer. C'est vraiment la thématique de 2021 qui nous importe aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, Audrey, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien bonjour à tous et puis bonjour Audrey. C'est bien, c'est une rencontre de Audrey au sommet, c'est merveilleux. Yeah. Donc oui, donc comme tu l'as dit, je suis experte en communication, donc avec un parcours au niveau de ma formation en fait en psychologie, puis en communication et marketing. Suite à ça, j'ai eu la joie, l'immense bonheur d'avoir ma propre agence de communication. J'ai d'abord démarré au niveau du graphisme et après ça s'est élargi pour plus accompagner les gens sur la gestion de projets de com et de pub, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille pour une association dans le milieu du digital. En fait, on fait du site web. Et moi, je gère les partenariats, donc les partenaires de contenu, parce que qui dit site web, dit contenu, dit auteur, vlogueur, enfin voilà, tous ces types de personnalités, de créateurs de contenu, voilà. C'est ce que je fais aujourd'hui et j'ai mon blog Chercheuse d'or dans lequel je raconte un peu ma vie, mes aventures de maman aussi et quelles leçons on peut en tirer pour rebondir et toujours avec le sourire pour garder la patate parce que sinon la vie n'est pas très très amusante, hein. Voilà. Oui, c'est sûr. Et tu es antillaise aussi. Oui, et je suis antillaise de Martinique, tout à fait. D'accord. Bon, et tu as grandi en métropole? Et j'ai grandi en métropole, très très bien entourée de toutes mes tatas qui, elles, sont bien nées en Martinique. Donc ça va, la culture antillaise est bien présente, hein. Alors, Et voilà. une pépite encore des Antilles. Moi, j'aime mettre à l'honneur les Antilles et comment dire, les précieux talents des Antillais. Alors aujourd'hui, on voulait parler ensemble de se réinventer. Donc merci pour ta présentation assez brève, mais tu vas nous expliquer un peu plus qui tu es au fil de cette émission. Ce qui était intéressant quand on a eu parlé ensemble, c'est que tu m'as dit que tu as eu à rebondir plusieurs fois dans ta vie puisque tu as, comment dire, fait de nouvelles activités au fil du temps. Tu as été au fait de l'entrepreneuriat. Quand je te dis entrepreneuriat et se réinventer, est-ce que pour toi c'est synonyme spécialement de crise ou c'est le lot d'un entrepreneur? Je pense que ça fait pleinement partie de la vie, du cycle de vie, en tout cas de l'entrepreneuriat. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un, je pense, qui repère un problème. Tu sais, tu as un peu un regard comme ça, on détecte des problématiques et puis on commence à créer. Je pense que les entrepreneurs, nous autres entrepreneurs, parce que nous parlons des entrepreneurs, nous sommes une communauté de créatifs, n'est-ce pas? Et en fait, c'est je vois une problématique, je commence à penser une solution, je mets en place la solution. Et évidemment, quand je mets en place la solution, j'ai des personnes en tête parce qu'on crée et on œuvre pour des gens. Même si évidemment, en tant qu'entrepreneur, il y a des réalités économiques et tout ça, mais à la base, tu penses quand même à ton client, quoi, à ton client final, hein. Et du coup, on développe à partir de cela. Et qui dit personne dit évolution. Il y a des contextes, il y a des choses. Le monde change, les gens changent. Et je crois que c'est comme si tu lances un produit. Par exemple, si Coca, il s'était resté à… Bah, nous, on est Coca, on fait du Coca, hein. Ça n'aurait pas été bien loin. Aujourd'hui, la Coca-Cola Company, c'est Coca, c'est Fanta, c'est Schweppes, c'est tout un tas de produits qui répondent à différents segments de population et à différents besoins. Et je crois que l'entrepreneur, c'est un peu ça aussi. Toujours un peu en mode en veille, je détecte, je vois quelque chose et j'avance et j'invente et je réinvente au fur et à mesure, soit mon produit pour l'améliorer, soit mon entreprise en développant différentes branches. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de ton blog qui a pour but d'avancer dans la vie par rapport à
tout ce qui peut t'arriver au quotidien. On sait très bien que 2020 et 2021, et malheureusement, en tout cas, on n'a pas le choix, teinté de ce que nous rencontrons tous avec cette crise sanitaire. Donc, dans ce contexte-là, pour toi, quelle serait, on va dire, la trempe, le caractère, comment dire, les atouts qu'un entrepreneur peut avoir pour justement avancer dans la vie et se réinventer? Là, en février, je veux dire, quand en hiver, mars, avril, enfin voilà, là, c'est le temps que nous traversons maintenant. Je pense que tu as utilisé le bon mot, la trempe. Je crois qu'il y a une mentalité un peu de warrior quand on est entrepreneur. Il y a un côté un peu on y va et puis je fonce. Et je crois que dans toute crise, il y a une opportunité en réalité. Ça, c'est super important. Parce qu'en fait, si on voit la crise comme ça, comme elle est, et qu'on la regarde uniquement au travers du regard des médias, il y a vraiment de quoi déprimer en réalité. Mais quand sur certains secteurs, on voit que ça n'a pas du tout été un frein, mais un accélérateur, notamment tout ce qui est digital, tout ce qui est livraison, tu vois, type Amazon ou quoi. Il y a aussi il y a une marque de vêtements qui est assez connue, c'est un truc qui vient du Japon, ça s'appelle Uniqlo. Eux, ils étaient que en ce qu'on appelle en brick and mortar, ça veut dire qu'ils étaient vraiment que dans le dur, quoi, des magasins en dur, et puis ils ne vendaient pas en ligne. En fait, bizarrement, avec la crise, ils se sont mis à vendre en ligne. Donc, je crois qu'il y a des opportunités qui se créent comme ça. Et je crois que pour chaque porte qui se forme, qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et je pense qu'au niveau de l'entrepreneur, ce sont vraiment les qualités. Je pense que la curiosité en est une. Je pense que la crise ne doit pas nous empêcher de continuer à regarder, de continuer à garder les yeux ouverts et être alerte sur ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours une façon de se greffer en fait sur ce qui se passe au fait. Et comment tu fais pour te connaître? Comment tu fais pour justement cultiver certains atouts? Donc là, tu parles de curiosité, tu parlais de créativité juste avant. Comment tu fais pour te connaître? Alors moi, j'aime les tests, mais pas les tests de Cosmo ou les tests, enfin voilà, des vrais tests. Hein. Et d'ailleurs, il y en a un dont je voulais parler aujourd'hui parce qu'il est vraiment, vraiment bien. En fait, il y en a deux. Le premier, ça s'appelle 16 personnalités. Il est super, il est vraiment basé sur le Myers-Briggs, donc c'est des psychologues de référence. Hein. Et en fait, ils ont... Ah voilà, il est super. Il est super ce test. Et au fait, je pense que quand on est, en tant qu'entrepreneur et puis en tant que chef d'entreprise et puis tout ça, on a besoin de se connaître. Parce qu'en fait, si on ne se connaît pas, on ne connaît pas ses atouts. Et surtout, on ne comprend pas pour quelles raisons je réagis de telle ou telle manière dans mes relations, par exemple, ou je réagis de telle manière face à un blocage. Et en fait, c'est hyper important de savoir que moi, si je prends mon cas, je sais que typiquement, en situation de crise, moi, je vais fleurir. Parce que je ne sais pas si c'est le côté guerrier ou quoi, mais moi, je vois des problèmes et je me dis, chouette, trouvons des solutions. Voilà, c'est un peu le problème en soi n'est pas un problème, mais une opportunité de découvrir un potentiel qui est à l'intérieur de moi. Et souvent, je pense que des fois, on se cache derrière les diplômes et les expériences, ce qui est très bien, ça n'enlève rien. Mais je crois qu'il y a aussi tout un tas de compétences douces qu'on peut avoir qui sont d'énormes atouts. Par exemple, la capacité à être, comment je dirais, c'est quoi le mot? Tu vois, diplomate, par exemple, cultiver les relations, le fait de prendre soin des gens, d'aimer les gens. Si tu aimes tes clients, je ne vois pas où ils vont aller, en fait. Il y a un moment donné, il y a des choses, c'est très basique, et je pense que ramener de l'humain, de ramener de l'humain dans l'entrepreneuriat pour que ça ne soit pas juste une grosse machine, mais que ce soit vraiment quelque chose au service des autres, et puis aussi qui nous apprennent à mieux nous découvrir et mieux nous connaître. Donc, le 16 personnalités est super. Et le deuxième, c'est le disque. Ouais. Ah, le disque, moi, ça a sauvé ma vie. J'approuve. C'est trop bien. Excellent test aussi, très révélateur des profils de personnalité. Tout à fait. Le disque, c'est super. Donc, surtout si vous avez des collaborateurs, chers amis, c'est important de savoir si vous avez affaire à un dominant, à l'influent charismatique, au consciencieux qui aime les règles et qui a toujours des questions, ou au profil S qui est toujours dans l'unité, n'est-ce pas? Qui veut éviter le conflit. Et l'harmonie. Et chacun des profils est complémentaire. Mais c'est hyper intéressant de savoir avec qui on travaille et aussi d'apprendre à discerner, je dirais, le profil du client en face. C'est quand même utile.
Toi, au niveau de l'association dans laquelle tu es impliqué, tu travailles avec combien de collaborateurs, qu'ils soient partenaires ou vraiment côte à côte avec toi? Ça représente à peu près combien de personnes? D'accord. Alors, dans l'association en elle-même, on est une trentaine de personnes. Mhm. Des personnes qui travaillent de manière plus rapprochée avec moi, je dirais, on est 3 au total. Et on gère 200 partenaires. Ça fait du monde, Voilà. hein? Ça fait du monde, ça fait de l'humain. C'est pour ça que je dis que c'est super important, en fait, l'humain, parce que parfois, on a une approche un peu… tu sais, les partenariats, moi, j'aime bien demander aux gens, bah, en fait, le partenariat, c'est quoi pour toi? Puis souvent, on me dit, bah, c'est un truc gagnant-gagnant, chacun amène quelque chose sur la table. Et je pense que c'est vrai que c'est une définition. Mais moi, j'aime vraiment aller à la rencontre de la personne, savoir ce qui la fait vibrer, savoir ce qu'elle kiffe, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à créer ensemble. Mhm, mhm. Donc, toi, ce serait, comment dire, une, une clé, comment dire, presque un filtre pour ceux et celles qui veulent développer des partenariats à demander ça. Ouais, je pense que c'est… ah ouais, je vais vous donner des tips. Vraiment, ne vous associez pas. Alors, ça commence par ne vous associez pas. Donc, c'est un truc négatif, mais c'est bien important. Ne vous associez pas avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Hmm. Parce que parfois, il y a une opportunité qui est là et on voit juste la partie qui brille. Mais pour que ça tienne dans la durée, il faut être vraiment raccord avec les personnes. Il faut apprendre à les connaître, développer la relation avant de développer l'action, je dirais. C'est vraiment important. Et ça permet de bâtir des partenariats solides. Également, vraiment ne pas voir le partenaire. Parfois, on va chercher des gens qui sont vraiment pas du tout, genre qu'on ne considère pas comme des concurrents, en fait. Enfin, c'est peut-être un exemple, hein. Mhm. Mais il y a des personnes qui sont là, qui ont des compétences, qui sont sur le même secteur que nous. Et ça peut être intéressant de développer des choses avec elles parce que ça peut vous permettre d'élargir vos territoires communs, en fait. Et on est un peu dans l'union fait la force. Et je pense qu'en temps de crise, il faut, soit on perd du temps à voir la personne en face de soi comme un ennemi, soit on voit un potentiel ami et un potentiel allié. Et je crois que c'est… Enfin, et du coup, ce que j'ai vu aussi au niveau de mon activité, c'est que la crise n'a pas du tout été un frein. Elle a accéléré les relations, elle a accéléré les projets. On a fait de très, très belles rencontres, bah, dont toi, en fait. Je pense que vraiment, on ne se serait jamais rencontrés, on ne se serait jamais parlé s'il n'y avait pas eu cette crise-là. Et du coup, moi, j'aime voir l'opportunité dans la crise. Je crois aussi que en tant qu'entrepreneur, quand on crée des choses, d'une certaine manière, on amène des choses à la vie. Et la dynamique de vie, c'est une dynamique de multiplication. C'est une dynamique qui ne s'arrête pas. On n'arrête pas la vie, en fait. C'est étonnant de voir la nature. La nature, elle pousse partout. Sur les autoroutes, partout. Elle n'a pas le temps. Elle est là, elle fleurit, elle fait ses trucs. Elle fait sa vie, quoi. Et nous, c'est un peu pareil. On est porteur de projets, c'est un porteur de projets, porteur d'entreprise, mais porteur de vie également. Et je crois que pour moi, le summum de l'entrepreneur, là, c'est quand tu arrives par ton activité, bah, amener une dimension de vie et de joie et de peps et de développement dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aime ce que tu dis quant au projet qui amène la vie. C'est vraiment la clé, je crois, d'un entrepreneuriat épanoui, pertinent et impactant. Donc, tu parlais de se connaître. On a vu aussi que ben, se connaître, c'est aussi connaître ses limites parce que finalement, quand je développe un partenariat, c'est que je reconnais que je ne peux pas tout faire. Et ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette humilité et peut-être cette acceptation de soi aussi que de dire c'est ok, j'ai des idées, j'ai du potentiel, mais il y a aussi certaines limites et je peux développer ce partenariat. Un partenariat, ça amène de la confiance, ça demande de la confiance. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette dimension de confiance, en fait, de rapport à l'autre qui, à mon sens, est très importante dans les contextes dans lesquels on se trouve en ce moment? Tout à fait. Alors, du coup, quand on parle de confiance, moi, alors j'ai une phrase qui résonne dans ma tête, mais c'était une de mes anciennes responsables. Pendant que je faisais mes études, pardon, nous avait appris ça. Elle disait confiance a priori pardon, et contrôle a posteriori. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. Parce qu'il y a un côté où, parfois, quand on s'associe avec quelqu'un, on a peur. On a peur que la personne elle prenne les idées, on a peur que la personne nous prenne tout notre temps, on a peur que même vis-à-vis du client, tu vois, que tu donnes, et puis finalement, bon, il n'y a pas vraiment de retour, ou, enfin, voilà, c'est compliqué.
Mais pour cette histoire de confiance, je pense que c'est pour ça que c'est important de passer du temps avec les gens, de les connaître, quoi. Enfin, si vous développez des partenariats, échangez pas juste des devis et 3 mails. Enfin, à un moment donné, ça marche pas, quoi. Il faut vraiment rencontrer les gens. Maintenant, faire confiance n'exclut pas de poser les conditions. Pour moi, c'est comme un mariage. Quand tu vas te marier avec quelqu'un, ou tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut commencer à parler de choses intéressantes. Genre, est-ce qu'on veut avoir des enfants? Qui va faire le ménage? Ce genre de choses qui vont permettre que… C'est l'autre. C'est toujours l'autre derrière qui fait le ménage et la vaisselle. Non, mais pour que l'alliance dure et qu'elle se passe bien, il faut se mettre d'accord sur les termes, en fait. Et je pense que le fait de se mettre d'accord sur les termes permet de faire naître la confiance parce que tu apprends aussi à connaître tout là-dedans. Et puis ensuite, on met les choses par écrit. Et surtout, si vous traversez des conflits, si les gens traversent des conflits avec leur partenaire ou quoi, on ne passe pas en mode panique, l'autre est mauvais et tout ça. On s'assoit, on reprend les conditions dont on avait discuté au début et on repart de là, en fait. Et ouais, j'ai vraiment à cœur de dire ça. C'est des personnes qui traversent des crises relationnelles, je dirais, que ce soit avec des partenaires ou même des employés. Hein. Il est toujours bon de s'asseoir, prendre le temps à froid et d'échanger, en fait. Parce que souvent, la crise, elle arrive parce que tu as un écart entre les attentes de l'un et de l'autre. Et il y a un gap comme ça. Et c'est là où on n'arrive plus à se comprendre. Mais de se poser et dire, voilà mes attentes, voilà comment j'ai vécu les choses, voilà pourquoi je suis frustrée. Puis de mettre des mots. Parce que des fois, on voit les gens, ils sont en colère, mais en fait, une émotion, elle cache toujours une autre. Et la colère, souvent, ça cache de la tristesse, de la frustration, le fait de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Donc, une fois que tu passes toutes ces barrières-là, tu peux commencer à bâtir à nouveau avec les gens. Alors, c'est intéressant dans cette dimension de se réinventer. On balaye évidemment plusieurs points. Tu as parlé de se connaître, on parle de confiance, de partenariat. Et ça amène aussi ce que tu viens de décrire à une certaine souplesse de la part de l'entrepreneur et du porteur de projet. Être flexible, être souple. Pourquoi, comment? Pourquoi? Parce que je dirais, c'est un peu comme, tu sais, c'est cette histoire de roseau là, qui plie et qui ne casse pas. Je pense que trop de rigidité amène à un moment donné à un arrêt de la machine, au fait. Rigidité à différents niveaux. Mais alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est la rigidité envers soi, par exemple. Genre, je me suis fixé un objectif et je vais au-delà de mes limites physiques, ce qui veut dire que je ne me connais pas, je ne connais pas mes limites. Donc, je manque de souplesse vis-à-vis de moi-même, ce qui fait que ça peut casser la machine. Manquer de souplesse et ouais, c'est vraiment de souplesse vis-à-vis de l'autre, c'est prendre le risque de casser la relation, de casser l'autre en fait. Et on arrive toujours à la même chose, à ce point d'arrêt. Faire preuve de souplesse, pour moi, c'est ne pas rester franchement, forcément arrêté sur ce que j'ai décidé. Mais c'est si je discerne que le vent a tourné, ok, je dois tourner avec le vent. Parce que sinon, je vais m'arrêter. Et il y a toujours ce truc où il faut vraiment surfer sur la vague. Et c'est pas évident parce que quand tu as fait tout un plan, et j'ai un exemple perso, du coup, je vais te partager un truc perso. Ça, c'est bien complet. J'allais te demander justement si tu avais un exemple. Donc, ça tombe bien. C'est un truc très perso. En fait, c'est dans le cadre d'une levée de fonds. Donc, j'ai piloté une levée de fonds. Donc, le projet en lui-même, il dure 4 mois. Et donc, en fait, il faut comprendre, donc tu as tout un travail en amont. Ça représente une vingtaine de personnes impliquées. Enfin, c'est un gros truc, quoi. Et avec la création des messages de pub, la création des vidéos, la création des textes, la mise en place des emailing, tout ça, c'est un gros, gros travail. Et en fait, donc, je fais toute ma mise en place, tu vois. Et puis moi, je suis bien disciplinée, je fais mon petit plan, je mets mes deadlines et tout. Et en fait, 2 semaines avant le lancement, on s'aperçoit qu'on a un problème technique qui fait qu'il faut tout revoir. Tada! Et du coup, j'étais un peu, ok, d'accord. Donc, j'ai mis 3 mois à tout faire. On va tout refaire en 2 semaines. Pas de problème. Et ouais, c'était très chaud. Mais en fait, je pense que l'une des clés, c'est faites votre deuil rapidement. Faites votre deuil vite. Quand la chose arrive, quand le problème arrive, quand l'obstacle est là, fais ton deuil de l'obstacle parce que de toute façon, il est présent, il va rester là. Donc, c'est soit tu restes là et puis tu pleures, soit tu te dis, OK, je vais passer au-dessus ou je vais faire un trou dedans, mais il faut passer. Donc, il faut faire le deuil rapidement. Et juste, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Faire le deuil rapidement ne veut pas dire faire l'autruche ou bien refouler les éléments. Parce que là, on voit dans tout ce qui s'est passé,
beaucoup de personnes ont eu des réflexes, des situations d'urgence et s'effondrent peu à peu, quoi. Tout à fait. Non, un vrai travail de deuil avec toutes les étapes que ça implique. Donc, le deuil, on sait qu'il y a 5 grandes étapes. Alors, je ne connais pas toutes de tête, mais je connais bien les 3 premières en tout cas. Tu as le déni. Donc, quand tu restes coincé dans le déni de qu'il y a un problème, en fait, tu ne résous rien parce que tu es coincé dans tout va bien, tout va bien. En fait, non, tout ne va pas bien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après, il y a la phase de colère, donc tu es en colère par rapport à la situation. Ensuite, il y a une phase de marchandage où tu essaies de négocier avec la situation comme ça. Puis après, tu arrives sur la phase d'acceptation où là, tu peux vraiment commencer à reconstruire et bâtir. Donc, quand je dis faire le deuil vite, c'est passer par ces étapes-là et vraiment les accepter et les embrasser chacune pleinement. C'est ce qui permet de dire, OK, le contexte a changé, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je redémarre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout repris, j'ai tout remis à plat, j'ai repris les équipes, on a tout pris à plat et on a réinventé un plan d'action pour que ça fonctionne en fait. Et du coup, à la fin, j'étais très contente de moi. Donc, parce que je me suis découverte aussi des ressources. Parce que la crise aussi, la crise révèle ça. Elle révèle un peu la nature de ce qui est à l'intérieur de soi. Parce que quand on passe par le feu, tu sais, c'est comme les diamants, en fait, à la base, ça ressemble à rien. C'est des gros morceaux de charbon. Il faut vraiment l'œil de quelqu'un expérimenté qui sait que c'est un diamant qui est caché dedans. Et il y a tout un travail on va chauffer la pierre, puis on va la façonner, puis on va la tailler un peu. Et parfois, on n'aime pas les tailles, les coupes et les chauffages, là. Mais en fait, c'est ça qui est bien et c'est ça qui permet au diamant d'être un diamant. Et pour aller jusqu'au bout de l'image du diamant, parfois, nous, en tant que personne, on a tendance à se voir au travers d'une seule et même facette. Et souvent, c'est l'étiquette que les gens nous ont collée. Et elle ne correspond pas forcément à qui l'on est. Alors que nous sommes des diamants. Nous sommes des diamants aux multiples facettes. Et l'entrepreneur, il a plus d'un tour dans son sac. Il a plus d'un tour dans son sac. C'est comme ça, nous sommes des diamants aux multiples facettes. Donc, quand la facette A ne passe pas, parce que la circonstance ne passe pas, fais appel à la facette B. Il y a toujours quelque chose pour rebondir, il y a toujours quelque chose pour se réinventer. Je crois vraiment que l'être humain, par nature, est créatif. Vraiment. Tu prends les enfants, un enfant va jouer avec 2 bâtons pendant 3 heures, alors que tu lui as acheté un jouet et il joue avec le carton. Et véridique, mes gosses jouent avec les papiers, ils jouent avec les cartons. Avec les bouchons de stylo, putain, t'es là, t'as acheté des super jouets qui coûtent super cher, ils en ont rien à faire du tout. Et ça fait appel à la créativité et l'imagination. Et je pense qu'il faut savoir redevenir un peu comme un enfant. Et je crois que c'est Einstein qui disait que vraiment, l'enfant qui joue, c'est ça son travail, en fait. Le jeu de l'enfant. Ouais, Donc, voilà, il faut s'amuser. Ouais, un sujet qui est cher à mon cœur et qui en est mon slogan, c'est la foi d'entreprendre. Et effectivement, pour tout entrepreneur, tout porteur de projet qui se réinvente, ben, cette foi, c'est la foi d'un enfant, tout simplement, qui se met qui réfléchit pas, en fait, qui fait en fonction de ce qu'il y a devant lui, avec ce qu'il a. Et effectivement, si on revient un peu comme des enfants, et je pense, et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va nous donner des nouvelles possibilités. Comment dire, quand on parlait de cette émission, juste avant de la faire, tu m'as parlé d'un point qui était très intéressant aussi dans le fait de se réinventer et qui finalement est un peu imposé à nous parfois, c'est de savoir ralentir. Pourquoi ralentir alors qu'on devrait justement trouver d'autres solutions? Parce que ralentir, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Physiquement, le corps va nous arrêter. Souvent, alors je sais pas, toi, ton profil, moi j'étais comme ça. J'avais un mode très, très, je fonce, je fonce, je fonce, je compte pas les heures, je travaille la nuit, je dors 3 heures. Enfin voilà, puis voilà, un profil pas très équilibré hein, à l'époque pour moi. Ça, c'était avant un certain âge. Ouais, après, tu peux plus. Voilà, tu es passé 30 ans, c'est fini. C'est fini, tu ne récupères pas pareil. Mais en fait, moi, c'est mon corps qui m'a arrêtée 2 fois. Et en fait, un soir, je rentre à la maison et je me suis effondrée. J'ai juste arrêté de fonctionner. Et en fait, mon corps ne fonctionnait plus. Mais là-haut, ça tournait. Mon mari me regarde et je suis incapable de bouger. Je peux rien faire. Donc, ce soir-là, bah, il m'a mise au lit et tout. Puis le lendemain, bah, heureusement, je crois quand même que j'ai une bonne étoile là qui veille bien sur moi. Hein, parce que le lendemain matin, je me suis réveillée et puis ça allait. Mais ça m'a quand même bien servi de leçon. Puis la deuxième fois,
J'ai fait un vrai burn-out une autre fois. Et c'est dans le sens où tu pousses vraiment les limites. Et il y a un truc très, très vicieux, c'est que quand l'objectif à atteindre prend tout ton champ de vision, déjà, tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, tu vois plus ta propre santé physique et mentale, et tu fonces comme un bourrin dans le mur, au fait. Et je pense que savoir ralentir, déjà, ça permet de se préserver et donc de préserver les projets que l'on porte. Parce qu'on a tendance à penser que, en fait, je ne suis pas le projet. Je porte un projet. C'est un peu comme la poule aux œufs d'or. Tu vois. Si tu tues la poule aux œufs d'or, il n'y a plus d'œufs, en fait. C'est la poule qui a la capacité de produire les œufs, de la même façon que c'est nous qui avons la capacité de produire tous ces merveilleux projets. Donc, il faut prendre soin de soi, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est savoir ralentir pour prendre du recul. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on n'est plus capable de se poser les bonnes questions. Il faut s'arrêter. Pitié, les gens, arrêtez-vous. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais a toujours du sens? Est-ce que ça répond toujours à la vision que j'ai eue au début? Est-ce que je suis toujours en accord avec ça? Est-ce que mes valeurs sont toujours en accord avec ça? Et qu'est-ce que je fais pour que le projet, en fait, pas pour que moi je suive le projet, mais pour que le projet me suive et qu'il soit en accord avec la vie que je veux vivre et avec l'impact que je veux laisser sur cette terre. Sinon, on vit une vie qui est vide de sens, qui n'a aucun intérêt. Et à la fin de ta vie, tu es là, tu te poses des questions, tu te fais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et c'est un très bon exercice à faire. Moi je l'ai fait pour ma part, mais c'est encore, attention, c'est un tips. Tadadam, je vais faire un générique, voilà la clé. Il faut s'asseoir et ça a l'air très morbide, mais c'est vraiment intéressant. Rédiger son éloge funèbre. Alors, ça a l'air très morbide, mais en fait, le truc, c'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi à la fin? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as fait? Et de se projeter. Parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai fait l'exercice, j'étais là, OK, je veux que ma famille puisse dire que j'ai été là pour eux. Sauf qu'au moment où j'écris ça, je suis dans ma phase burn-out, je brûle le torchon par les deux bouts, là, et je me rends compte que j'ai une incompatibilité entre mon objectif de vie et ce que je fais tous les jours. Et je crois que chaque jour, il faut poser des actes qui nous permettent de répondre à un objectif de vie et pas l'objectif de dans 7 jours, la deadline et je ne sais pas quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil pratique pour tous ceux qui nous écoutent, hebdomadaire, on va le faire simple, pour justement ralentir et tout en respectant à la fois ses besoins et aussi justement ses ambitions, parce que souvent on ne s'arrête pas parce qu'on a une espèce de conscience professionnelle ou d'impératif, même de, comment dire, faut que ça rentre, quoi, faut que ça tourne. Et donc, quel serait le conseil facile à mettre en place dans une semaine type? Oui, eh bien, prenez rendez-vous avec vous-même. Moi, je fais ça. C'est fait. Parce que, tu sais, en fait, quand tu as des rendez-vous, tu les honores. Enfin, c'est tout bête. Si tu as rendez-vous chez le dentiste, tu vas y aller, en fait. Ben, moi, je le mets dans mon agenda. Et dans mon agenda, alors je vous dis un truc, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Attention, c'est le scoop. Tadada. Dans mon agenda, j'ai comment dire, j'ai un truc récurrent, donc 2 fois par mois, le samedi, j'ai une question qui apparaît dans mon agenda et écrit Ma vie me plaît-elle? Waouh! Donc, le samedi, quand je regarde ça, donc c'est une fois tous les 15 jours, hein, je regarde, est-ce que ma vie me plaît? Et ça me force à me poser la question. Waouh! Et ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a sauvée. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu nous conseilles là parce que en plein dans le sujet de se réinventer, on voit que finalement se réinventer n'est pas, comment dire, nécessairement lié au contexte, même si ça a une influence, mais c'est déjà soi-même. Ça part de soi et non pas de l'extérieur. Et le changement personnel, la réforme personnelle, l'envie d'avancer, de prospérer, de s'épanouir, provient toujours de l'intérieur pour avoir un impact vers l'extérieur et pas l'inverse. Alors, l'heure tourne. J'aime bien poser une question traditionnelle en fin d'émission. Toi qui es antillaise et qui connais cette culture, puisque tu as baigné dedans, tu baignes encore dedans, si tu pouvais justement avoir un petit peu de distance, alors là, elle est géographique forcément, mais quel est le potentiel
le challenge, les talents, peu importe, sur le focus que tu veux mettre des Antillais selon toi, de la jeunesse antillaise et pas que de la jeunesse d'ailleurs, au sens plus large. On parle de se réinventer, on parle d'avoir de la souplesse, de se connaître, de savoir ralentir. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui nous regardent et qui sont dans cette belle zone du monde aujourd'hui? Franchement, je dirais tiens, béret de Pamoli. Je dirais ça. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue toute mon enfance, toute mon adolescence. Ah, faut pas que je commence à pleurer là, c'est chaud. Mais c'est ce que ma mère m'a transmis, c'est ce que mes tantes m'ont transmis. Ce sont des femmes de caractère, des femmes de feu, sont aussi des femmes de foi, m'ont beaucoup impacté. C'est, je sais pas, des forces de la nature. Moi, c'est ça que c'est ce que je discerne sur les Antilles. Il y a une capacité de résilience qui est extraordinaire. Je crois que les Antillais sont aussi créatifs et riches en créativité que le sont nos îles, en fait. Mm-hmm. C'est riche. Tu vois, tu as plein de fleurs différentes, tu as plein de fruits différents et des choses qui sont très spécifiques à cette terre-là. Et je crois que cette terre-là, entre guillemets, a engendré des gens tout aussi spécifiques avec cette force qui est là, vraiment une force de combattant et de guerrier. Mais aussi, vraiment, ce que je vois, c'est aussi de la solidarité. Moi, je vois ça quand même. Je vois aussi de la solidarité. Euh, et puis, il faut foncer les gens. Il faut foncer. Ne vous arrêtez pas. Et surtout, ne vous arrêtez pas à ce que les gens pensent de vous. Parce que ce que les gens pensent de vous, on s'en tape. Vraiment. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous portez. Et puis, écoutez votre petite voix intérieure, là, suivez votre intuition. Parfois, on a des rêves dans le cœur pendant des années. On n'ose pas les réaliser parce qu'on a peur. Mm. La peur est une mauvaise conseillère. Il ne faut pas prendre de décision basée sur la peur. La peur est une mauvaise conseillère. Enfin, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? C'est quoi qui vous fait lever le matin? Puis il faut cultiver ça, quoi. Puis Mm. prenez du temps pour vous. Et puis, regardez pas trop le sol. Regardez, levez un peu les yeux vers le ciel. Prenez un peu de hauteur, là. Hein, et voilà. Merci Audrey, c'était très riche en un temps donné. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup de clés. C'est vraiment un bonheur d'avoir pu passer ce temps avec toi. Je vous rappelle que si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Audrey Potiez-Rénard, j'ai le compte Instagram, Facebook, la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Je profite aussi pour faire ta publicité, Audrey, avec Chercheuse d'or. Je vous invite à regarder ce que Audrey fait sur Internet. C'est un travail formidable, beaucoup de richesse, d'encouragement, beaucoup de sourire aussi à t'écouter, de bonne humeur. Donc vraiment, en tout cas, restez connectés, développez des partenariats, réinventez-vous, n'ayez pas peur, osons faire confiance. C'est toujours un challenge, mais c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et je vous dis à très bientôt. Merci Audrey, à la Merci à prochaine. vous. Bye bye.